Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans un nouvel audio pour analyser l'épisode 24 de la saison 3 de la série Karma. Donc dans cet épisode, on voit une scène très touchante entre Ndeimari et sa mère. On voit que leur relation évolue bien, elles partagent un moment de complicité et de rire, ça fait vraiment plaisir à voir. On voit que Mère Soda confie à sa fille qu'elle et son père se sont séparés à plusieurs reprises avant que leur couple ne devienne aussi solide, pour lui permettre de dédramatiser justement ce qu'elle vit et ne pas idéaliser l'idée du couple. Le couple n'est pas quelque chose de parfait. Il peut y avoir parfois des séparations, des discordes qui finalement peuvent mener à une union solide, tel que c'est le cas pour le père de Ndeimari et sa mère. Donc on voit que Ndeimari arrive enfin à se confier à sa mère, elle reconsidère l'issue de sa relation avec Boris et se rend compte de sa valeur. Néanmoins, elle dit encore une fois « il m'aime », mais je trouve qu'elle n'évalue pas assez la qualité de leur relation par rapport à ce qu'elle pourrait, elle, ressentir, et pas Boris, et par rapport à ce qu'elle pourrait, elle, apporter à Boris pour que leur couple puisse s'épanouir. Donc, selon moi, après c'est mon avis, il va falloir qu'elle soit sûre de ses sentiments pour lui avant d'initier un nouveau rapprochement pour éviter de le blesser encore. Et on voit qu'elle est en route, d'une manière plus personnelle, on voit qu'elle est en route vers la guérison. Et je le perçois par le bruit des vagues que l'on entend en fond lors de la discussion avec sa mère. Et les bruits de ces vagues me fait penser au fait qu'elle va parvenir à se reconstruire parce qu'il est reconnu d'un point de vue thérapeutique que la mer, le bruit des vagues, le sable ont un pouvoir vraiment thérapeutique, un pouvoir de guérison sur l'état émotionnel et apaise beaucoup. Donc je pense que ce bruit de fond n'est pas anodin, d'entendre les vagues se jeter, partir, revenir. Et je pense que ça laisse présager une réelle reconstruction profonde et durable de Ndeimari. Et dans le bureau du juge, on voit qu'elle est habillée en rouge, ce qui attire l'attention sur sa position de victime, qui est mise en exergue par cette couleur rouge qui fait référence à l'agression, à la sexualité, donc chose qu'elle a subie. J'ai également apprécié la position du juge qui insiste sur l'aspect néfaste et inacceptable de la banalisation du viol en incriminant la victime. Là, en l'occurrence, Ndeimari, par rapport à ses venues fréquentes chez Aziz, malgré son statut de femme mariée. Donc rien ne peut justifier ce qui lui est arrivé. Là-dessus, on est d'accord. Et il explique également que le viol peut être très insidieux et que ce n'est pas forcément effectué dans des circonstances atroces ou d'une extrême violence physique. Ça peut être tout simplement, ça peut se traduire par le fait de profiter de l'état vaseux ou l'état second d'une personne, comme ça a été le cas pour Ndeimari qui a été droguée. Cela peut aussi être fait via la violence psychologique, en insistant lorsqu'une femme ou un homme dit non, et l'avoir à l'usure en insistant. Et c'est avoir quelqu'un à l'usure d'un point de vue sexuel, c'est un schéma qu'on peut voir également dans le cadre du viol conjugal, souvent. Donc ça peut être assez insidieux, difficile à déterminer, mais il faut qu'on prenne conscience que ça existe pour pouvoir se protéger et sensibiliser les gens autour de nous. Et je vois que le consentement d'une personne qui n'est pas en pleine possession de ses moyens n'a aucune valeur, et profiter de cet état et du viol tout simplement. Et ça, Aziz semble ne pas en prendre toute la mesure. Et j'apprécie donc que par cette scène, il y ait une sensibilisation quant à la question du consentement. C'est une notion importante à inculquer, que ce soit même en tant que parent. C'est vrai que parfois c'est délicat de parler de sexualité dans certaines sociétés avec ses enfants, parce que c'est considéré comme quelque chose de tabou, mais vraiment sensibiliser par rapport au consentement, je trouve que c'est très très important, c'est primordial. Parce que ce soit hors mariage ou dans le mariage, le respect du consentement de l'autre est primordial pour l'homme comme pour la femme.
Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je souhaitais faire par rapport à cet épisode qui a soulevé ce sujet. Et je remercie Marodi pour ça. C'est vraiment bien qu'il sensibilise à ce niveau. Et je me demande également pourquoi Aziz ne dénonce pas son ami à l'origine de tout ceci. Il a eu des aveux de la part de cet ami. Donc je me dis que c'est sûrement parce qu'il trempe lui aussi dans des affaires louches et il trempe sûrement dans le même trafic de drogue dans lequel se trouve son ami et craint d'être découvert également. C'est vrai qu'on ne connaît rien de sa vie professionnelle, on ne sait pas comment il gagne sa vie, mais dans tous les cas, ça fait de lui un complice désormais, bien qu'il ait été sous l'emprise de l'alcool. S'il ne donne pas tous les éléments à la justice pour pouvoir justement obtenir réparation pour Ndeye Marie, il est complice également. On voit également qu'il est habillé en bleu, le bleu qui est la couleur de la vérité, et qui nous démontre encore une fois, ça on le sait déjà, qu'il est détenteur de la vérité. Lui seul sait que Ndeye Marie, qui a mis la drogue dans le verre de Ndeye Marie. Et leurs vestes respectives à Ndeye Marie et à Aziz dans cette scène nous rappellent chacun leur statut respectif, donc de victime pour Ndeye Marie et de détenteur de la vérité pour Aziz par cette couleur bleue. On voit également qu'ils ont une similitude au niveau de leurs vêtements. En dehors des deux vestes, ils sont vêtus tous deux de noir. Donc ils sont tous deux en deuil. De la personne qu'ils étaient avant cette malheureuse expérience. Et comme Majib, je pense qu'ils vont atteindre une étape importante de leur vie qui, bien que négative, va les conduire à une renaissance tant attendue pour Ndeye Marie. Donc pour Aziz, ça va peut-être être une renaissance dans le sens où il va décider d'avoir de meilleures fréquentations, il va changer de vie. Et il va changer de vie et voilà, on ne sait pas ce qui va advenir de lui par rapport à la justice. Mais cette renaissance, je la vois surtout moi par rapport à Ndeye Marie qui, malgré cette période difficile qu'elle vit, va pouvoir renaître de ses cendres, bien entendu. On le voit, comme je l'ai évoqué plus tôt par rapport à la scène avec sa maman. Elle arrive enfin à sourire. On voit qu'elle entrevoit certaines choses qu'elle ne voyait pas en Boris. Elle prend conscience de certaines choses, donc elle reprend ses esprits. Elle a une meilleure vision, on va dire, sur la vie. Et on voit qu'elle a aussi même de la force, puisqu'on voit qu'elle récupère des forces au point d'en avoir même pour amie, puisqu'elle est présente et l'aide à retrouver sa lucidité quant au fait qu'Anna n'est plus de ce monde et que Ndella est un réel danger. Elle s'interpose même farouchement face à Malika lorsque Malika débarque chez Ami. Malika a été pour le coup responsable et mature en expliquant tout à Ami. Donc on suppose qu'elles vont s'allier pour lutter contre Ndella, mais je crains que l'une d'elles y perde sa vie, et je pense que ce sera Malika. Car lors de la scène où elle se trouve dans le lit avec Majib, Malika est vêtue de noir. Donc je me demande si sa fin va être malheureuse. Va-t-elle être éliminée par Ndella ou son chef, ou va-t-elle tirer sa révérence par elle-même en raison de sa pathologie psychiatrique qui n'est pour l'instant pas traitée et qui fait de son état psychologique que son état psychologique est en dents de scie, tout simplement. Tantôt elle est lucide et prévenante, tantôt elle est dangereuse pour les autres et pour elle-même. Donc, et surtout, le fait qu'elle ait confié ses enfants à sa mère et le fait qu'elle soit désormais combative, qu'elle semble vouloir réparer ses erreurs, notamment le mal qu'elle a pu faire à Ami ainsi qu'à Majib, me mène à penser que c'est un adieu qui est en train de se profiler et qu'elle tirera sa révérence de son plein gré, soit de son plein gré en se suicidant, soit de force en se faisant assassiner. Donc c'est une hypothèse. Par contre, concernant Majib, je ne suis pas inquiète par rapport à son état, parce que je me dis qu'il va se relever et je vais vous expliquer pourquoi. Lors de cette scène où il se trouve dans le lit avec Malika. Dans cette scène, on voit qu'il a une position semblable à celle d'une personne victime de meurtre. Il a la position de quelqu'un qui a rendu l'âme. Et ça prend tout son sens, car son addiction qui ressurgit fait tomber à l'eau le nouveau Majib qu'il s'était tant attelé à construire depuis des années de sobriété. Mais
Comme je l'avais dit dans un épisode, dans une analyse précédente, il n'y a pas de déchéance sans renaissance. Donc cette mort, entre guillemets, de Majib est nécessaire pour qu'il puisse se forger à nouveau et gagner en confiance en lui et en détermination pour s'affranchir de cette addiction et donner une nouvelle trajectoire à sa vie au sens global, pas que de manière amoureuse. Et son t-shirt blanc, qui peut être associé à la page blanche, moi me fait penser au fait qu'il a atteint un tel état de détresse et d'accoutumance en reprenant, en reprenant donc cette drogue qui lui a été administrée de force. Il a atteint un tel état de détresse et d'accoutumance que lorsqu'il aura combattu justement ces démons, il pourra enfin écrire une nouvelle histoire, donc sur une nouvelle page blanche. Et cette renaissance est aussi illustrée par cette position couchée sur le ventre qui fait penser à celle d'un nourrisson qui, lors du développement de sa motricité, tente vers les 3-4 mois, il me semble, parfois c'est un peu plus tard ou un peu plus tôt en fonction des enfants, il commence à se mouvoir et peine à lever la tête, mais persiste malgré la difficulté. Puis au fil du temps, comme on peut le voir sur les images, petit à petit il se redresse comme un nourrisson. Donc, au fil du temps, parvient à lever le buste. Puis un jour, grâce à sa persévérance naturelle, parvient à s'asseoir seul, comme on le voit là pour Majib. Il s'assoit pour enfin un jour se tenir debout et marcher. Donc ce parallélisme avec l'évolution de la motricité d'un enfant me fait penser à la renaissance de Majib. On voit cette évolution clairement par les mouvements de Majib durant cette scène. Il est d'abord à ventre plat, à plat ventre, pardon. Puis il peine à lever la tête, mais il persévère, il lutte jusqu'à parvenir à s'asseoir. Donc on peut être selon moi optimiste quant à son évolution. On le voit par exemple avec cette lampe de chevet dont la lumière blanche est blanche et me fait penser à l'expression voir la lumière au bout du tunnel, qui veut dire que c'est la fin d'un calvaire et qu'il va arriver au bout de cette difficulté qu'il traverse. Il va sûrement s'en sortir, mais on ne peut pas en dire autant de Malika, comme je l'ai dit précédemment, selon moi. Et pour passer à un autre sujet, c'est Maître Lei. Maître Lei qui propose la grâce présidentielle à Aïda Kébé qui finit par l'accepter. Donc elle fait son grand retour. Est-ce qu'elle va s'allier à ces deux belles filles? Et va-t-elle aussi perdre le lien avec sa fille s'il s'avère que celle-ci est impliquée dans ce réseau ou est en lien avec l'ex-mari de Virginie? En échange, qu'est-ce qu'elle va faire pour Maître Lei? Qu'est-ce qu'il lui a remis dans ce dossier? Je me le demande. Est-ce que ce sont des informations concernant Bati Massamba? Est-ce qu'elle va aider à faire tomber Bati Massamba plus rapidement ou à faire tomber le médecin? Puisqu'on voit qu'effectivement Maître Lei n'en démord pas concernant Bati Massamba qui avoue à demi-mot sa culpabilité concernant le faux certificat de mariage. Il implore l'avocat d'abandonner les charges contre lui en souvenir des bons rapports que Maître Lei avait avec son feu père. L'avocat le met face à un dilemme. Soit il le fait condamner pour faux et usage de faux et complicité avec le docteur, soit ça sera uniquement le docteur Sec, qui est son ami et qui a volé un corps pour le faire passer pour celui de Virginie, qui sera emprisonné. Le médecin, docteur Sec, est inquiet concernant Maître Lei qui rôde autour de lui et Bati Massamba. Donc l'étau se resserre autour d'eux. Bati Massamba est désormais dans cette saison l'homme aux multiples dilemmes, tant amicalement parlant qu'amoureusement, également dans le domaine familial par rapport à son grand-père. Et on le voit par sa tenue, il est vêtu en noir et blanc pour illustrer des dilemmes auxquels il fait face et à l'ambivalence de ses sentiments. Donc il est déchiré entre amour et raison, entre trahison et loyauté par rapport à son ami médecin. Il est également déchiré par le respect des coutumes qui veut que
donc dans l'ambiance familiale dans laquelle en tout cas il baigne, qui veut qu'il épouse la personne qui a été désignée, ou en tout cas qui a été approuvée par son grand-père, ou qu'il épouse la personne que lui veut réellement et choisisse réellement. Donc il est vraiment tiraillé entre vouloir et devoir. Le noir et le blanc de sa tenue fait selon moi aussi référence à sa vision plutôt manichéenne de la vie, telle qu'il a été présenté dans la saison précédente. Mais aujourd'hui, il fait face en fait aux conséquences de certains de ses choix, et il fait face à des dilemmes qui nous montrent qu'il n'est pas si aisé de délimiter le bien du mal parfois, car il a contourné la loi en voulant faire le bien, en aidant certaines personnes, mais en parallèle, il en a entraîné d'autres dans le pétrin, tel que son ami le médecin. Donc c'est assez intéressant comme point qui a été soulevé dans cette série. Ça nous montre qu'être tranchant, catégorique, est assez délicat et difficile pour certains sujets. Et si au-delà de son désir, je me demande aussi si au-delà de son désir de contenter son grand-père, est-ce qu'il ne nous avoue pas non plus également que le fait que Nathalie soit divorcée le gêne? On sait que dans certaines, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais dans certaines sociétés, les femmes divorcées sont dénigrées, elles sont reléguées au second plan. Donc est-ce que ce sera le sort de Nathalie d'être discriminée parce qu'elle a déjà été mariée? Je ne l'espère pas en tout cas. Et en parlant de mariage, je pense à Maï et Lamine. Lamine, qui, dans une scène où il discute de Ndeye Marie avec Boris en expliquant qu'il trouve bizarre qu'elle l'ait trompé, que ça ne lui ressemble pas, c'est la tenue qu'il porte, la tenue de Lamine qui m'interpelle. On voit qu'il a une tenue avec une poche sur le côté, du côté gauche. Et sur cette poche du côté gauche, il y a une bande noire au niveau de son cœur. Et ça me fait penser à l'expression « recevoir un coup de poignard au cœur ». Comme si, symboliquement, Maï allait lui asséner un coup de poignard au cœur en se rapprochant petit à petit de Kader. Et le fait qu'il parle d'infidélité avec Boris, je me dis que ce n'est peut-être pas anodin et que ça a un lien direct avec concernant la relation que Maï est en train de développer avec Kader. On voit qu'il se rapproche petit à petit. L'inquiétude et la tristesse que génèrent les soucis de santé de la mère de Kader affectent vraiment Maï, et on le voit par le regard tendre qu'elle pose sur lui. Donc est-ce que c'est juste de l'empathie ? Est-ce qu'il n'y a rien de mal à voir dans ce regard et dans ce rapprochement? Est-ce que c'est juste de l'empathie, ou est-ce qu'il y a une affection naissante, voire un amour naissant du côté de Maï pour Kader? Donc c'est intéressant également à soulever, selon moi, à voir l'évolution de cette relation entre deux. Est-ce qu'il va y avoir plus que des liens de travail et des liens amicaux? Donc c'était tout pour moi concernant l'analyse de cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je remercie encore une fois vous tous, je vous remercie tous sur cette chaîne de regarder mes vidéos. Je vois que vous les regardez pour la plupart jusqu'au bout, c'est vraiment appréciable. Je vous remercie pour votre participation en commentaire, c'est vraiment des commentaires pertinents, intéressants. Je vois que vous échangez aussi entre vous, c'est vraiment agréable à lire, à voir. Et je remercie également les nouveaux abonnés. Donc c'était tout pour moi, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel audio. Merci, au revoir.